Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Sébastien Jourdan. Bienvenue dans le show. Bonjour Robert, bonjour à tous, merci pour ton accueil. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Sébastien Jourdan, je suis photographe, chef d'entreprise dans le domaine de la photo. Voilà, j'ai une quinzaine d'années, une grosse quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la prise de vue, à la fois photo et vidéo, dans différents domaines d'activité qui sont d'abord la mode, la photo de publicitaire et puis la photo de produit, au travers de la société donc, que je dirige qui s'appelle Everlit, en fait, qui commercialise une capsule de prise de vue qui permet en fait de faire des photos qualitatives rapidement. Voilà. Donc j'ai un peu tous ces différentes casquettes qui se mélangent tous les jours. D'accord, parfait. Le monde crypto, t'es rentré dedans comment? Assez durement. En fait, je suis rentré dedans suite à un accident de moto. Qui s'avère finalement avoir été plutôt positif. J'ai eu quelques fractures et donc je suis resté 2 mois allongé, le temps que tout se Ok, répare. Donc j'avais du temps pour regarder. Je connaissais les NFT, j'avais entendu parler, j'avais déjà un regard, mais très très lointain dessus. J'avais peu de temps en fait pour me pencher sur la question. Et du coup, le fait de rester allongé avec beaucoup de temps à passer m'a permis de creuser, quoi, de vraiment de rentrer, de comprendre comment ça fonctionnait, de faire des contacts, de découvrir tout ça. d'accord, parfait. Et du coup, en termes de... donc, il y a l'accident. Donc, heureusement, en fait, ça n'a pas été... enfin, de ce que je comprends, ça n'a pas été Non, ça va. très dramatique. Donc, c'est un accident, mais bon, tu t'en es remis. Donc, chose positive. Ça, c'est quelle date à peu près? On est en quelle période? On est en début février de cette année, donc Février 2022. Ouais, 2022. Ok, donc c'est très d'accord. frais. Ok, c'est très frais. Et du coup, derrière, toi, en termes de recherche d'informations, donc tu t'intéresses, bon, tu étais curieux au NFT, donc j'imagine que tu avais déjà entendu. Donc on va peut-être commencer par là. Si tu as commencé en fait à te documenter dessus, c'est que tu avais déjà eu une première approche avec. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? En fait, la première approche que j'ai eue, c'est avec un collègue de travail qui est plus jeune que moi, qui était beaucoup plus branché sur les réseaux que moi, et qui m'a parlé de ça en me disant c'est un truc assez énorme. Enfin, c'est un nouveau marché en fait qui s'ouvre pour la photo. Et c'était hyper intéressant parce que c'est quand même, enfin, la photo de manière générale est un domaine relativement bouché où il y a beaucoup de concurrence et assez peu de clients. Donc c'est vrai que en vivre n'est pas simple. Et au-delà de ça, de vendre des œuvres personnelles, des travaux perso, des photos comme celles qu'on voit derrière, par exemple, qui sont toutes des collaborations avec des équipes, des mannequins, des choses comme ça, mais personne ne paye personne. Et ce n'est pas un client qui fait cette commande, c'est des photos qu'on monte nous-mêmes D'accord. gratuitement entre nous pour pouvoir le montrer aux clients qui vont nous acheter autre chose ensuite. Mais toutes ces photos-là qui prennent du temps et qui sont passionnantes à réaliser, parce que c'est complètement ouvert, on choisit tout, on a un champ créatif complètement open. Ça ne se vend pas. C'est très, très difficile à vendre. Donc, ce sont toutes des photos qui sont faites juste pour appâter le client, on va dire, mais qui n'ont pas de finalité financière. Et le NFT, en fait, permet finalement de recentrer le débat marché, entre guillemets, sur ce type d'image que veulent faire les photographes et les créatifs de manière générale. Hein, c'est pas que la photo. Alors on fait de la photo pour ça. On ne fait pas de la photo pour faire des photos de chaussettes en lot de 500 dans la journée, à la base. Et c'est vrai que c'est une opportunité assez énorme d'arriver en fait, à recentrer le débat sur ce qu'on aime faire, nous les photographes, nous les créatifs de manière générale, et arriver à vivre de ça, de notre vrai intérêt pour le métier qu'on fait. Ok. Donc du coup, donc il y a ton collègue en fait qui te parle de la technologie, l'innovation. Donc là, tu commences à t'intéresser. Quand tu t'y intéresses, tu recherches comment? Comment tu fais pour découvrir ce que c'est et d'aller plus loin? Mes premiers réflexes sont des réflexes de quelqu'un qui n'est pas dans le Web3 du tout. Donc, je vais chercher sur Google, je vais chercher sur Insta,
Web 2, quoi. Voilà. Et je tape NFT, je tape photo NFT, des choses comme ça. Et je tombe sur des vidéos sur YouTube de quelques photographes qui sont un peu en vue dans le domaine, qui expliquent. En fait, il y a pas mal l'accès. Le premier accès est assez facile. C'est-à-dire qu'on trouve facilement des infos. Il faut passer un peu de temps, c'est en anglais, donc il faut parler anglais, hein, clairement. Mais cet accès-là est facile. Et après, en fait, on commence à comprendre un peu l'écosystème. Donc, on comprend que c'est Twitter qui est au centre de tout ça. On comprend qu'il y a des Discord. Donc, voilà. Et une fois qu'on a accroché ça, eh ben, on rentre sur ces réseaux. Et là, c'est un peu plus compliqué. Il faut passer du temps à chercher, à regarder, à écouter, à poser des questions, à comprendre. Voilà. Et du coup, les personnes que tu as suivies, en fait, tu as indiqué il y avait des personnes que tu as suivies. Tu te souviens des noms? Alors, j'ai pas une très bonne mémoire, mais enfin, les noms dont je me souviens, c'est le premier vrai point d'entrée que j'ai eu, c'est il y en a deux en fait. Enfin, il y a un photographe coréen, mais qui n'est pas coréen, enfin, qui habite en Corée, qui fait des images de nuit sous la pluie, qui sont assez belles, j'ai plus son nom en tête, qui fait des beaux trucs, qui avait fait une vidéo justement assez intéressante. Et puis après, au-delà de ça, pour rentrer plus dans le NFT directement, il y a directement, je suis tombé sur Johan Lolo, qui est un photographe belge, et qui monte, en fait, qui fait un gros travail sur la communauté photo, qui a monté un Discord, qui a lui-même des très belles photos. Enfin, il y a Eolite, tout ça. Donc ça, c'est Johan. Au travers de ce qu'a créé Johan, j'ai appris beaucoup, j'ai eu d'autres contacts. Et puis j'ai fait des recherches aussi directement en allant sur OpenSea, sur Foundation, et en regardant, en cherchant des gens qui avaient des travaux qui me plaisaient et que j'ai contactés parfois. Voilà, en disant j'adore ce que tu fais. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup, Johan Lolo, c'est Lolo avec un S, c'est ça? Oui, C'est le ouais. backpacker? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Nickel. Donc, très bien. Donc là, donc ça, c'est le démarrage. Donc, tu utilises ça un peu comme territoire pour t'approprier les concepts, les fondamentaux. Tu vas sur OpenSea, donc j'imagine que tu es allé un peu sur Twitter, Discord. Donc, tu as une phase où tu absorbes de l'information et qu'est-ce qui se passe après? Cette phase-là est assez longue d'absorber et de comprendre, parce que c'est un milieu assez complexe. C'est une espèce de botte de foin dans laquelle on doit essayer de comprendre comment tout s'architecture, sachant que enfin, je reviens sur la question de génération, je ne suis pas si vieux que ça, mais je ne suis pas de la génération Web3. Enfin, pour moi, ce n'est pas accessible facilement, tout ça. Donc, j'ai dû comprendre, en fait, me mettre à la fois comprendre les règles implicites, le fonctionnement, les ambiances, ce qui est recherché, comment fonctionne en fait ce milieu-là. Et puis, il y a aussi une variété d'offres dans ce domaine-là. Il y a les PFP, il y a les photos, il y a les one-one, enfin, il y a tout. Et tout ça mélangé, vu de l'extérieur, ça fait une grosse boule, plein de trucs qu'on ne comprend pas. Et en fait, j'ai tiré en fait la ficelle pour comprendre chaque élément. Et en fait, en tirant cette ficelle, j'ai commencé à mettre moi le nez en tant qu'acheteur. Autant j'ai testé d'acheter enfin, des éditions, des PFP, des one-one, pour voir un peu, sans mettre forcément beaucoup d'argent dedans, mais pour vraiment comprendre, pour avoir la vision du côté acheteur, parce que mon but, et là je vais sortir bientôt ma collection d'ailleurs, mon but est de vendre mes images, hein, au final, et moi devenir un créateur sur le champ NFT. Mais je voulais vraiment tout comprendre avant de me lancer et savoir comment j'allais me lancer d'un point de vue marketing, comment on construit tout ça et comment on fait en sorte que ça accroche. Parce que je pense que le premier écueil du lancement, c'est de trouver une amorce et de faire en sorte d'avoir un peu de traction. Une fois que la traction arrive, qu'on a vendu un petit peu d'images et que les mots passent, qu'il y a un nouveau photographe, c'est plus simple, je pense, de continuer. Mais voilà, la difficulté était de comprendre comment tout fonctionnait pour adapter une stratégie de lancement qui soit efficace, qui fonctionne dans la durée, parce que le but, c'est pas d'être là pour 2 mois, c'est vraiment de réorienter mon activité photo, en fait, sur le NFT. D'accord, nickel. Ben, merci pour ça. Du coup, moi, je trouve ça intéressant, en fait, l'approche que tu as eue. En fait, donc, il y a innovation, tu essaies de comprendre ce que c'est. Donc, j'imagine que tu n'en as pas parlé, mais tu as utilisé la techno. Tu as été, avant d'imaginer comment
toi-même l'utiliser pour un projet personnel, enfin pour le projet de ta société ou comment la restructurer au niveau du projet. Tu as sûrement collectionné, enfin tu as sûrement fait l'acquisition de certains NFT. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Que j'ai encore d'ailleurs, hein, pour la plupart. J'ai notamment acheté des NFT autour enfin, dans la communauté autour de OSF. Je suis arrivé à peine trop tard. Je suis ballot à 2 semaines près. Je faisais une belle affaire, mais peu importe. C'est quelqu'un que j'ai repéré suffisamment tôt pour comprendre que c'est un mec qui avait un potentiel, qui avait une intelligence de développement et qui comprenait complètement l'écosystème. Donc ça a été un peu un modèle aussi, sur un domaine très différent de la photo. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai acheté OSF, et puis l'environnement d'OSF, il y a Deck of the Generacy, il y a comment ça s'appelle, des gènes. Donc tout ça, ça m'a permis de comprendre vraiment la racine en fait du milieu NFT. Et puis au-delà de ça, il y a des photographes dont j'adore le travail et desquels j'ai acheté des photos. Je ne me rappelle pas forcément tous les noms. Enfin, je les retrouve parce que j'ai toujours un problème de mémoire. Mais je te redirai. Je vais les chercher là et je te redonne Pas de quelques souci. noms. Ouais. D'accord, ok. Donc tu t'intéresses à la techno, tu commences à la collectionner. Donc j'imagine que pour venir en fait avec un plus ou moins un plan marketing, enfin justement pour le plan marketing, pour le plan de lancement, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait et quelles ressources plus ou moins tu as utilisées? En fait, j'ai essayé de voir comment ça fonctionnait, parce que c'est un milieu qui est, enfin, par rapport au mois de février, quand je suis rentré moi, tout a changé déjà. Tout est en évolution permanente. Donc l'idée, c'est de comme j'entends me poser sur le long terme, c'est de trouver une stratégie qui ne va pas être la stratégie du moment parce que c'est neuf et que dans 2 mois, ça sera dépassé. De trouver à la fois quelque chose qui soit un peu novateur dans l'approche, mais qui fasse un sens par rapport à ce que moi je fais, en image aussi, et puis qui pourra se développer, qui permettra de développer derrière une communauté à la fois de collectionneurs qui vont acheter du one-one en l'occurrence, mais aussi des petites éditions avec des giveaways, avec des choses comme ça. Donc je vais vraiment aborder la question sur les 2 angles qui me paraissent les angles principaux du domaine des NFT. C'est la vraie collection pure et dure avec one-one, une œuvre. Et puis après, des éditions qui seront moins chères et qui vont donner lieu en fait à des giveaways, voilà, ou différentes façons de créer une communauté autour de ces éditions. Voilà, en gros. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Non, oui, si, c'était très clair. Après, moi, la vision que j'ai du NFT, en fait, pour moi, c'est une techno en fait, qui permet de définir qui est le propriétaire d'une chose. Et moi, la notion qui est très importante, mais après, ça, c'est mon point de vue, c'est le côté utilité. C'est en gros, quand tu détiens le NFT, ce que ça te permet au-delà de. En fait, si tu veux, moi, je fais pas le, le- je vois pas le NFT que purement sous l'angle de l'art. Et donc, du moins, en fait, potentiellement, en fait, acheter une œuvre. Donc, en fait, crypto artiste, c'est plus ou moins, tu fais l'acquisition d'une œuvre et si tu veux, l'échange de valeur, en fait, il est fait. C'est-à-dire que on va pas la personne qui va acquérir l'art ou l'œuvre, ou en tout cas le NFT, ne va pas le faire avec l'intention en fait d'avoir quelque chose de plus que ce qu'elle acquiert. Et moi, en fait, ma vision des choses, en fait, au niveau du NFT, en tous les cas, ma sensibilité, c'est le NFT sous l'angle utilité. Ce que tu vas obtenir ou pouvoir faire en étant le, euh, le possesseur du token. Oui, tout à fait. Enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, c'est en ça que j'ai pris le temps de comprendre tout ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment 2 façons de collectionner. Il y a les collectionneurs, comme les collectionneurs dans la vraie vie, au final, qui vont acheter une œuvre parce qu'ils adorent l'œuvre, avec potentiellement une idée, effectivement, de revendre plus cher ou de faire enfin, c'est de l'investissement aussi, hein, très clairement. Mais la racine de la décision, c'est qu'ils aiment l'artiste et qu'ils aiment l'œuvre. Ça, c'est les one-one. Et je pense que dans le domaine des NFT, c'est à la fois à long terme quelque chose qui va vraiment prendre de la valeur, mais je pense que ça ne prendra pas de la valeur tout seul. C'est-à-dire qu'il faut aussi adjoindre à ça effectivement un intérêt
pour des gens qui ne sont pas forcément des collectionneurs passionnés d'art, qui sont des gens qui sont là-dessus, sur le domaine des NFT, et qui s'intéressent et qui veulent aussi un peu jouer. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des œuvres qui leur plaisent, mais ils veulent aussi faire partie d'une communauté. Et puis quand ils mettent 0,5 Ether ou 0,1 Ether, peu importe, savoir que peut-être que dans un mois, ils vont avoir un giveaway sur une pièce qui vaut le même prix. Et en fait, l'utilité, dans la photo, en tout cas, je pense qu'il faut la créer de cette façon-là. L'idée, c'est que les gens qui font confiance à un artiste, donc qui deviennent collectionneurs, c'est hyper valorisant pour l'artiste. Ça a une vraie valeur au-delà de la finance tout court. C'est juste, j'achète ton œuvre parce que je considère que c'est bien. C'est la racine de tout. Et je pense que ces collectionneurs-là, cette communauté-là doit être bichonnée parce que c'est comme ça en fait qu'on va intéresser les gens aussi. C'est-à-dire que si on commence à savoir que tel artiste en fait renvoie une forme de commission, mais bichonne ses collectionneurs en leur donnant des giveaways, des accès, alors peut-être à des soirées, des choses comme ça, peu importe ce qu'on met derrière. Mais ça devient vraiment, ça crée une communauté autour de l'artiste et autour de l'œuvre. Et je trouve que l'utilité dans ce cas-là, dans le cas des photos en tout cas, on peut la retrouver de cette façon-là. C'est pas comme dans le PFP ou dans le gaming, on n'a pas vraiment de réelle utilité, donc on la reconstruit d'une autre façon, en donnant en fait un intérêt aux collectionneurs à acheter une œuvre pure et dure. D'accord. Donc, du coup, là, l'utilité que tu vois, toi, par exemple, donc, je vais te poser la question de deux façons. Donc, les utilités que tu vois potentiellement sur le projet que tu es en train d'imaginer, quelles sont ces utilités? Et après, la deuxième question que j'ai te demander, c'est, donc là, tu m'as parlé de Joan Lolo, d'un artiste qui vit en Corée. Potentiellement, t'en suis d'autres. Quel type d'utilité tu as vu d'autres photographes qui utilisent la techno NFT fournir à leur Justement, je n'ai pas vu communauté? chez les photographes. Et je trouve que c'est ce qui manque. En fait, le problème de la photo et de l'art en général sur le domaine des NFT, c'est les secondes ventes. Ce qui fait qu'un acheteur va avoir envie d'acheter, c'est qu'il sait globalement aussi qu'il pourra revendre. C'est-à-dire que son argent n'est pas perdu. Au moins, il sécurise son investissement de base. Et j'ai pas vu grand-chose de consistant, de mon point de vue, qui permettait de compenser ce problème-là. Et l'idée, justement, c'est par les éditions là, que je vais faire, qui vont des éditions numérotées, avec chaque numéro qui aura une fonction par la suite, de créer un engouement et de faire en sorte qu'on ait envie d'acheter à 0,1 Ether une photo, parce que cette photo-là, à 0,1 Ether, permettra d'avoir derrière soit des giveaways, soit effectivement un accès, une forme de whitelist sur une prochaine série ou différentes choses. En fait, l'idée, c'est que les gens qui prennent le risque au départ, parce que l'artiste n'est pas connu, aient plus de gains à percevoir que les gens qui vont arriver plus tard, dans 6 mois, dans un an, qui eux, paieront plus cher et qui auront moins de retour. Donc, je pense que l'utilité, on l'a créé comme ça. Donc, c'est ça, c'est des giveaways. Il y a plein de façons qui vont, de toute façon, tout n'est pas arrêté là, mais enfin, il y a 1000 façons de faire en sorte de récompenser des primo collectionneurs. D'accord. Donc là, ce que moi j'entends, c'est que l'utilité principale que tu vois aujourd'hui, en tous les cas sur papier, c'est giveaway. Le Giveaway premier, ou whitelist. ce qui est prévu en tout cas aujourd'hui, c'est ça. C'est d'abord un giveaway, et puis effectivement des whitelists et puis des prix qui seront en fait toujours attachés à cette œuvre-là. C'est-à-dire que et pendant toute la vie, c'est quand on achète une photo, peu importe laquelle, qui va être numérotée, en fait, la personne qui possède cette photo, peu importe qu'il soit d'ailleurs primo-accédant ou non, mais aura toujours des accès à des whitelists, à des prix favorisés, des pré-sales, des choses comme ça. De manière en fait à ce qu'il y ait un intérêt de la communauté globale de racheter cette pièce-là qui vaut au départ 0,1. Ils vont peut-être avoir envie de l'acheter 0,2 parce qu'ils savent que derrière, ils vont avoir ils retrouvent leur argent en fait. Le fond, je pense, de tout ça, pour faire démarrer une collection, c'est de sécuriser les acheteurs, au moins pour qu'ils sachent qu'ils ne vont pas perdre leurs sous. Voilà. Et après, qu'ils en gagnent, évidemment. Mais ça, on pourra le voir quel usage. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que quand quelqu'un achète 0,1 ou 0,5 ou un Ether, peu importe,
il y a à peu près la sécurité qu'il va retrouver s'il veut revendre la pièce. Mais comment ça, tu peux le garantir? Je peux Enfin, pas le là, par garantir. exemple, si, imaginons, enfin, là, on fait un cas de, euh, comment dirais-je, enfin, on fait une simulation. Disons, là, t'as ton projet qui est lancé, etc. Moi, je le vois en fait sur OpenSea. Je vais te contacter sur peut-être Twitter, LinkedIn. On discute et du coup, on arrive à cette discussion. Et moi, du coup, là, je prends la position en fait d'un potentiel collectionneur et je te demande en fait comment tu peux m'assurer que ça, enfin, que je peux le retrouver. Bah, je ne peux pas te le signer un papier en disant tu vas le retrouver. Par contre, par rapport à la structure que je mets en place, tu vas comprendre que, parce que là, enfin, je suis assez évasif, c'est plus complexe, tu vas comprendre qu'au final, je pose les bases d'une communauté qui a un vrai potentiel d'élargissement et qui ne va pas se limiter uniquement au milieu de la photo. C'est-à-dire que vraiment, je vais essayer d'aller large. Et donc, soit tu fais confiance, soit pas. Hein. Soit tu y crois, soit tu y crois pas. C'est un peu l'enjeu. C'est aussi pour ça, parce qu'il n'y a pas d'antécédent, que les cadeaux sont plus gros au départ, que les prix sont plus bas. Donc, le risque est minimisé parce que le prix, ça sera 0,1 par exemple pour les éditions. Donc, au pire, dans le pire des cas, tu perds 0,1, c'est pas grave. Par contre, tu pourras gagner beaucoup plus. En fait, c'est un peu la méthode OSF, justement. Qui est parti de rien et qui récompense aujourd'hui les gens qui lui ont fait confiance au départ avec des pièces qui valent 15 Ethers, 20 Ethers. Et il a des giveaways. En fait, je copie globalement la méthode OSF au final, mais je la réadapte au milieu de la photo, au milieu artistique de ce que je fais, voilà, en élargissant. Et je ne veux pas non plus que ça devienne que un business. Je ne vais pas faire que de l'édition. C'est pour ça que je garde quand même du one-one, pour avoir de la vraie collection, parce qu'à la base, à la racine de tout, ça sera les one-one qui seront les plus valorisés en prix d'entrée. Et là, il n'y en aura qu'une. Voilà, ça sera les pièces vraiment. Voilà. D'accord, ok. Non, en fait, non, je suis concentré sur ce que tu dis. Hein, c'est pas, je suis dubitatif, je suis vraiment concentré sur ce que tu dis. Et en fait, je suis déjà en train de réfléchir en fait aux questions prochaines que je peux te poser. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment attentif à ce que tu disais. En fait, moi, c'est juste j'entends enfin, justement, j'ai envie de creuser sur parce que tu dis que tu veux imiter, enfin, tu veux en tous les cas prendre pour modèle OSF. Donc, moi, je ne le connais pas personnellement. Donc, est-ce que tu peux décrire, lui, comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a. Enfin, dès que tu peux aller dans le détail, si tu le veux, hein, si en tous les cas, par exemple, par rapport au projet que tu imagines, etc., tout ce que tu veux, en fait, mettre en lumière, tu peux le faire. Mais en fait, moi, Ouais. l'idée, c'est vraiment de creuser sur les choses que tu as pu constater, etc. Enfin, c'est assez complexe, donc c'est difficile à résumer comme ça en quelques mots. Mais ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, OSF, techniquement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé RLD. Alors moi, je suis arrivé à ce moment-là. Avant, il a fait d'autres choses qui ont plus ou moins marché, des one-one notamment. Puis à un moment, en fait, il est arrivé avec OSF est aussi le créateur, le co-créateur avec Mando des gènes Z et des gènes R. Donc, il a déjà un historique sur des PFP, mais qui n'ont pas trop accroché au départ, mais qui sont restés vivants avec une utilité qui est d'avoir des analyses de professionnels sur le marché, de savoir quelle collection est en train de décoller ou de s'écrouler. On part de là, et OSF. Donc, Et excuse-moi. Donc là, c'était une utilité qui donnait. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui avait le token, il ouais, avait accès plus ou moins à une sorte de plateforme, en tous les cas du conseil, pour savoir ce qui marche sur le marché, c'est ça? exactement. Ouais. D'accord? Et OSF, du coup, donc cette première partie PFP a moyennement fonctionné. C'est-à-dire que ça a fonctionné, ça fonctionne toujours. Ça n'a pas décollé très très fort, mais ça fonctionne, il y a une vraie utilité. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et les conseils sont vraiment pro et de très très bonne qualité. Et en fait, ce qu'a fait OSF, c'est que il a envoyé à ses collectionneurs, et puis aux collectionneurs, j'ai cru comprendre, de DGNZ, un PFP gratuit, donc qui s'appelle RLD. Donc en fait, ces mecs-là, où c'était 0,6 Ether, enfin vraiment 3 fois rien, grosso modo, et il l'a envoyé à 250, je crois, personnes. Je suis peu sûr des chiffres, mais c'est quelque chose comme ça, gratuitement. Et ça c'est resté pendant à peu près un mois à végéter, ça n'a pas bougé beaucoup, et puis d'un coup c'est parti, assez fort. Quand il a réenvoyé un autre giveaway
aux gens qui avaient déjà le RLD. Et là, ça a commencé à générer de l'engouement parce que les gens se rendaient compte qu'il y avait quelque chose à faire là. Donc, le RLD a été acheté et il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, donc les prix ont monté assez logiquement. Aujourd'hui, on est à 15 Ether sur le RLD, qui valait 0,6, 0,69, je crois. Donc, en fait, en donnant un intérêt à un acheteur d'acheter, en sécurisant l'achat, aujourd'hui, quand j'achète de l'OSF, je suis certain, parce que maintenant, il commence à être connu, de toute façon, mais je suis certain que mon argent, il n'est pas perdu. Voilà. Et donc, j'ai envie d'acheter OSF, parce que même si ça marche moins bien que ce que je pourrais espérer, on espère tous faire x10, x50, x200, mais à la base de ça, à la racine, je sais que mon argent, je peux le récupérer. Et voilà. Parce qu'il s'est construit une réputation autour de ça. C'est un mec qui est hyper carré et qui est safe, quoi, qui est sécurisant. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Moi, je vais juste mettre un petit disclaimer parce que là, ça parle en fait, ça parle donc sous. Donc moi, je suis pas conseiller financier. En tous les cas, le cadre du podcast, il n'est pas pour donner des conseils financiers. Donc c'est le petit disclaimer. Et après, j'ai toujours aussi un peu de mal quand en fait on annonce des chiffres comme ça. Parce que là, en fait, c'est je comprends la comparaison que tu fais, mais je pense qu'il y a d'autres variables qui sont rentrées en ligne de compte. Il y a notamment, tu sais, tu parlais de la temporalité dans le marché, que le marché il a évolué, donc il y a ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Et en fait, il peut y avoir des modèles, même si on les copie, on va avoir en fait un résultat qui est complètement différent. Ah, Et complètement. notamment, c'est pour ça que je posais la question en gros, qu'est-ce qu'il a fait au SF? Et par exemple, enfin, c'est pas pour essayer de te challenger, mais c'est moi, en tous les cas, ma compréhension, c'est dans euh, un des premiers tokens, en tous les cas, donc de toi, au moment où tu as commencé à le suivre, il y avait une utilité qui était d'adresser euh, enfin du conseil plus ou moins de ce qui marche sur le marché, etc. Cette chose-là, comment tu pourrais la traduire dans ton univers à toi? Comment tu pourrais donner en fait une unité une utilité qui, euh, qui n'était pas en fait dire, enfin, même peut-être ça peut être ça, hein. Ça peut être dire en fait de l'aide pour comprendre le marché de la photo avec les NFT. Est-ce que potentiellement tu as pensé à quelque chose comme ça? Alors, j'y réfléchis, mais en fait, justement, c'est là où est la différence. Et tu as complètement raison. C'est pas parce qu'un modèle marche d'un côté qu'il marchera de l'autre côté. Il faut prendre juste intelligemment les parties qui fonctionnent et qui sont adaptables avec autre chose. Et moi, je ne peux pas conseiller, je ne suis pas du tout conseiller en investissement NFT ni crypto. Et j'ai aucun avantage à me positionner là-dessus parce que je ne suis pas bon, tout simplement. Donc, mon travail, moi, ça va être plutôt de parler d'art et de faire en sorte de valoriser l'œuvre en elle-même. Donc, il n'y a pas une utilité au sens où tu l'entends concrète. C'est-à-dire que c'est impossible avec de l'œuvre de manière générale, que ce soit de la photo, de la peinture, peu importe, de la 3D. Il n'y a pas une vraie utilité, à part l'utilité qu'on va générer dans le temps en faisant des rewards aux collectionneurs, qui peuvent être, comme je disais, en fait, l'utilité sera celle-ci. Sera d'avoir d'autres pièces, sera d'avoir des prix qui seront des prix d'achat inférieurs pour les prochaines sorties, et des choses comme ça. Donc, créer en fait un intérêt et toujours la question de la sécurité, sécuriser l'achat de manière à pousser à l'achat au final. L'idée, c'est que les gens aient confiance. Il faut bien sûr qu'ils aiment le travail, sinon ça ne sert à rien. Ça, c'est la base de tout. Mais l'idée, c'est de les rassurer en disant, OK, je ne suis pas connu encore, mais si tu achètes cette image, demain, tu peux la revendre au moins le même prix. Et puis l'idée, c'est qu'on va la rendre plus cher. Ok. Mais en fait, moi, sur la partie utilité, en fait, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en fait, peu importe le support, on peut ajouter, par exemple, on peut avoir un NFT j'ai pas d'exemple, mais en tous les cas, on peut avoir un NFT qui a aucun design, mais ce NFT, comme il est prouvé par la blockchain, la personne qui le détient, elle a des utilités. Et donc, il y a pas de lien, en fait. Ce que je veux dire, c'est on peut décorréler le token et ce qui permet. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, dans ton cas à toi, donc la partie photo, il n'y a pas que du reward que tu peux donner en termes d'utilité. Potentiellement, ça peut être, si imaginons que tu targetes une audience qui sont des personnes qui veulent apprendre la photo, tu peux
imaginer en fait, avec toi, tes 15 ans d'expérience, tu peux imaginer une utilité où en gros, tu peux faire comme des sortes de cours en ligne, ou peut-être des cours dans ton accès à ton studio, par exemple. Peut-être que tu as un studio photo. Ouais, ouais. Peut-être que tu as en fait un lieu qui, en fait, enfin, en tous les cas, un studio photo où en tous les cas, tu as du matériel ou des choses que tu peux mettre à disposition de quelqu'un, par exemple. Ça, c'est déjà des utilités. En tous les cas, Ouais, pour essayer de le phraser autrement, ce que je veux dire, c'est que enfin, on peut imaginer en fait des utilités dans beaucoup de façons. complètement. Enfin, je suis Il d'accord faut avec juste, toi. en gros, elle donne de la valeur à une personne. Ce qu'il faut, c'est que l'utilité, par exemple, tu parlais du studio, typiquement, bah, faut être chez moi enfin, faut être ici. Des gens qui sont à New York ou qui sont à Taïwan, ils ne vont pas trouver le sens à cette utilité. Et on est sur un marché mondial, donc il faut que l'utilité, elle parle aux gens du monde entier. Et c'est là où ça devient compliqué. Je peux faire des tutos, effectivement, photos, mais que ça va intéresser qui, globalement, qui va acheter pour un tuto, alors que des tutos, on trouve gratuitement de partout sur YouTube. Ouais, il faut que cette utilité ait une vraie Une raison d'être. résonance, bien sûr, bien sûr. Pas la chercher pour la chercher. Et alors, ça viendra avec le temps, hein, parce que j'ai pas encore toutes les idées, mais s'il y a des utilités qui deviennent à l'usage et l'expérience, qui deviennent des utilités intéressantes, et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout évolue très très vite, donc tout peut se recréer, on peut avoir de nouvelles choses qui arrivent. Bien sûr que je les mettrai en liste comme des utilités par rapport à mes images. Aujourd'hui, enfin, j'ai cherché, hein, parce que c'est vrai que c'est une vraie question que tu poses là. Chercher de l'utilité concrète par rapport à des travaux photos. J'ai rien trouvé qui me paraisse suffisant et suffisamment large pour toucher tout le monde et pouvoir intéresser en fait une communauté large, quoi. Voilà. D'accord. Donc, OK. Si on prend donc, prenons-le de manière littérale. Quels sont les problèmes qu'ont les photographes? Imaginons, par exemple, donc là, on dit que, imaginons, tu veux lancer en fait une collection NFT et cette Ouais. collection, en fait, ta cible, en fait, c'est d'autres photographes. Quels problèmes ont les photographes aujourd'hui? Tu parles dans le monde NFT ou dans le monde général? Non, 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 de manière, là, je parle pas d'NFT. Je parle, en fait, un photographe, il a quoi comme problématique? Il a que des problèmes. Un photographe, le premier problème qu'il a, c'est de vendre son travail. Je parle de photographes pro, hein, qui sont installés dans la vraie vie avec des clients. Le premier problème d'un photographe, c'est de trouver des clients qui vont acheter son travail. Voilà. Et du coup, comment il fait aujourd'hui? Quels sont les moyens qu'il utilise C'est un pour milieu de surmonter freelance. ça? En fait, chacun a ses méthodes. En fait, tout le monde fait un peu au flair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas très marketé. Les créatifs sont vraiment des bons marketeurs. C'est-à-dire que très souvent, on trouve des très bons photographes qui font vraiment des choses magnifiques, mais qui ne savent pas se vendre parce qu'ils sont créatifs et qui c'est pas leur problème de vendre. Et dans l'histoire de l'art, globalement, les meilleurs artistes ont tous un agent qui s'occupe du boulot financier pendant que eux créent. Et c'est vrai que c'est vraiment typiquement ce qu'on trouve dans ce milieu-là, les milieux créatifs en général, hein, pas que la photo, c'est que quand on a l'esprit à créer, on ne sait pas forcément marketer. Et donc ça, c'est aussi un problème. D'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile pour un photographe de trouver un client parce qu'on ne sait pas faire. Alors moi, avec le temps, j'ai appris des choses, mais démarrer en photo, c'est très, très compliqué pour ça, justement. Parce on est à la fois concentré sur ce qu'on fait, on a toujours du mal, quand on est photographe, à se jauger objectivement. On a toujours l'impression que ce qu'on fait est bon, ou plus ou moins, mais en tout cas, on est raccord avec soi-même en général. Et puis, quand on regarde notre prod un an après, alors qu'on a évolué, qu'on a appris des choses, on trouve que c'est nul et que c'est pas génial. Et qu'en fait, d'année en année, on évolue dans ce milieu-là. Et on apprend, en fait, aussi avec le temps dans ce métier à avoir un jugement sur le travail des autres, mais sur son propre travail. Et à se dire, OK, c'était bien, mais j'ai évolué dans ce sens-là, donc c'est génial, maintenant je vais vers où? En fait, c'est un milieu dans lequel on évolue en permanence. C'est tout l'intérêt de l'art en général, c'est qu'il n'y a jamais de fin au final. Dans un boulot classique de salarié, commercial, je dis n'importe quoi, hein, ou comptable, il y a un moment, on a fait le tour du job. C'est-à-dire qu'on connaît.
on connaît le travail et puis on va le reproduire. Voilà, c'est en permanence. Dans les milieux de l'art artistique, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette reproduction. On avance en permanence. On est toujours meilleur que ce qu'on était hier. C'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Du coup, j'ai digressé un peu sur la question, mais ouais, c'est ce qui fait l'intérêt de ces jobs-là, c'est que c'est des métiers qui sont difficiles financièrement, nerveusement, on passe des heures de fou à travailler, on cherche des clients. Par contre, la carotte de tout ça, c'est que on fait ce qu'on aime faire et qu'à titre personnel, on évolue aussi. On évolue avec nos travaux, on évolue avec les rencontres qu'on fait, avec tout ça. Donc c'est riche. En fait, ce sont des métiers riches, pas d'argent, mais de vie, quoi. Juste, voilà. D'accord, ok. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est une des douleurs fortes, c'est de trouver des clients. Donc, imagine, donc là, c'est juste, en fait, c'est comme si c'est une réflexion collective, hein, je réfléchis avec toi. C'est en gros, si par exemple, il y avait une utilité qui était autour de, donc si on prend toujours le cas d'usage où, en gros, potentiellement, tu imagines lancer une collection, t'imagines lancer une collection qui s'adresse en fait à des photographes, et si dans cette collection, il y a une utilité qui, qui soit une réponse, ou en tous les cas un médium pour répondre à la douleur de comment trouver des clients, ça, je pense, ça peut parler. Oui, en théorie. Ouais. Sauf que dans les faits, justement, c'est ça qui est compliqué à trouver, c'est que des photographes, il y en a autant que. Enfin, il y a autant de marchés, de façons d'aborder les marchés, que c'est comme si on dit commercial. Un commercial, c'est quelqu'un qui va vendre soit des encyclopédies en porte-à-porte, et il y a aussi commercial qui vend des Airbus. Et c'est pas le même boulot, c'est le même nom, mais c'est pas le même travail, c'est pas la même façon d'approcher les clients, et ainsi de suite. Et la photo, c'est pareil. Il y a le photographe qui fait des mariages, il y a le photographe qui fait des photos, ce qu'on appelle la photo sociale, donc auprès de particuliers. Il y a le photographe qui fait de la mode, qui fait des grosses prods. Il y a tout. Il y a le photographe voyageur qui fait du reportage en sac à dos. Et c'est le même moyen, c'est le même médium de base. On a toujours un appareil photo, mais on ne travaille pas de la même façon avec. Et on n'a pas les mêmes clients, on n'a pas la même façon de les approcher. Et puis même C'est pas au-delà les de mêmes ça, problèmes. c'est pas les mêmes problèmes. Enfin, globalement, c'est le même problème de trouver des clients, mais les méthodes pour résoudre ces problèmes sont propres à chaque photographe et à chaque marché. Et Ouais. c'est là où c'est difficile, en fait. Alors, je peux dire, effectivement, commencer à me positionner comme étant formateur global en disant, vous devriez faire ça, 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 mais globalement, je pense que je pense que j'aurais des choses à apporter, mais plus en français qu'en anglais, parce que en anglais, je me débrouille, mais je ne suis pas fluent non plus. Et puis, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi là-dessus. Très clairement, qui sont déjà en place. En plus, ça demande un travail colossal, donc de se faire connaître. Donc, je ne suis pas sûr, moi, d'avoir beaucoup de choses à apporter. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est pas. Puis j'ai aussi une boîte à faire tourner. Enfin, j'ai beaucoup de travail à côté, donc je ne peux pas non plus, moi, passer un temps fou là-dessus. Ok, pas de souci. Voilà, mais en fait, globalement, c'est difficile. Je vois quand on tourne autour de ça, hein, de trouver une utilité. Enfin, je ne l'ai pas encore trouvé et je n'en ai pas vu dans le milieu du NFT photo, ni NFT créatif. Je n'ai pas vu d'utilité. À part l'art C'est lui-même. quoi que tu appelles NFT créatif? Je pense aux peintres, aux graphistes, designers, tout type de création qu'on peut vendre en one-one au final. Je pense à ça. C'est difficile de trouver l'utilité. En fait, la vraie utilité, c'est l'art en lui-même. Fondamentalement, c'est ça, l'utilité. C'est le travail de l'esprit d'une personne, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans l'art, dans la vraie vie. C'est-à-dire que l'utilité du marché de l'art en galerie, c'est ça, c'est qu'on accroche sur le boulot d'un artiste, sur la façon dont il perçoit le monde, et ça va nous toucher. Donc, on va acheter parce que ça nous plaît, et que quand on regarde son œuvre qui est accrochée au mur, on se dit, putain, voilà, j'adore. Et tous les matins, je passe une heure devant parce que ça me fait penser à plein de choses. La vraie utilité, fondamentalement, elle est là, sur notre typologie Là, pour moi, de la manière dont je vois les choses, il n'y a pas d'utilité. C'est en gros, justement, il n'y en Ouais, a pas. bah ouais. Le design, c'est l'œuvre. Il n'y a pas d'utilité qui est attachée à l'œuvre. Il n'y a pas d'utilité concrète. Il n'y a pas d'utilité matérielle. Enfin, oui, matérielle, mais il n'y a pas de. Oui, au sens où tu l'entends, non, il n'y en a pas. Et je ne vois pas comment il peut y en avoir. Je pense qu'il faut aborder cette question-là Et d'une après, autre façon. par contre, ce que je veux dire, c'est que, en fait, là, je posais des questions sur le côté utilité parce que moi, j'ai cette sensibilité, mais je tiens aussi à dire que, disclaimer, on utilise le médium, enfin, la techno NFT pour faire du crypto art, on n'est pas obligé de créer une utilité. On peut juste,
créer de l'art avec le médium NFT. C'est juste moi, en gros, là, j'ai orienté la discussion sur l'utilité parce que j'ai cette sensibilité. Donc, moi, c'est quelque chose, en fait, que je recherche, que j'aime bien, en fait, découvrir les nouvelles utilités, les nouveaux cas d'usage, etc. Mais pour autant, euh, c'est OK qu'un artiste utilise les NFT, mais utilise les NFT et s'arrête, en fait, au fait de créer, en fait, une, euh, une œuvre qui sera ensuite monétisée au travers du NFT, sans ajouter une utilité. Ouais, je pense qu'il y a vraiment différentes façons d'aborder. C'est vrai que l'utilité, c'est très bien. C'est un outil, au final. Si on se présente du point de vue marketing pur, c'est un outil fort, hein, clairement, qui permet de sortir des collections. C'est plus sur des PFT ou des grosses éditions, ça fonctionne très très bien. Mais c'est pas Mais le problème. aujourd'hui, oui, après, aujourd'hui, c'est marketing, mais demain, il y aura le marketing toujours, mais ce ne sera pas que marketing. Ce sera en gros toutes les choses que tu utilises au quotidien, la plupart seront des NFT. Ouais, ouais. Parce que pour moi, c'est le cœur de la techno. La techno, c'est Bah, ce qui permet. on est déjà dans demain avec les NFT, clairement, hein. Enfin, je pense que tous ceux qui sont dans le domaine croient et comprennent ça. C'est sûr que c'est difficile de pas être d'accord avec ça quand on sait comment ça marche de l'intérieur. Ouais. Ok. Et donc, du coup, donc je t'ai posé pas de mal de questions. Donc, donc là, donc tu as ton studio en fait à faire tourner, tu t'intéresses au NFT. Donc, j'imagine que là, euh, en arrière-boutique, tu imagines en fait plus ou moins donc, ce que tu as déjà expliqué. Donc, une partie en un pour un, une partie avec un peu plus de quantité. Euh, et toutes ces choses-là, tu imagines en fait les lancer quand, les lancer sur quelle blockchain. Est-ce que tu peux parler aussi de ce travail-là? Bien sûr, ouais. Alors, c'est si tout se passe bien cette semaine, mais je pense que je vais être un peu court. Donc, semaine prochaine, dans les jours qui viennent, en tout cas, fin juillet, on va dire, pour résumer. Les blockchains, ça va être OpenSea pour les éditions. J'ai pas encore tout ficelé Ça, sur c'est la marketplace OpenSea. oui, Mais c'était pas la blockchain, du coup, ce serait Ethereum. Ah oui, ça serait Ethereum, ouais, 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 Ok. tout à fait. Ouais. La série, d'ailleurs, peut-être qu'on la voit là. C'est ça. Enfin, en gros, ça sera une série de shoots de photos là. Voilà. En noir Enfin, et ça, blanc. il y en a une en couleur et 8 en noir et blanc. Donc, il y a 9 photos Ok. qui vont être vendues donc en one-one sur Foundation. Et puis, ces mêmes 9 photos que je retravaille en fait graphiquement, sur lesquelles en fait je vais insérer des nombres au final, et qui seront vendues en fait en édition de 9. C'est-à-dire que chaque photo, comme celle que tu as vue là, va être numérotée et elles s'appelleront numbered, avec un numéro qui leur est propre. Et ces photos-là, je vais les revendre ou les donner dans certains cas euh, sur OpenSea en édition de 9 images. Donc, en fait, on aura 9 éditions de 9 images. Et pour chaque image, on aura des one-one qui seront valorisés plus cher, hein, bien entendu. Et quelqu'un qui achètera un one-one aura directement droit en giveaway à la même photo, mais en édition, s'il veut jouer avec. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il peut collectionner l'œuvre en elle-même, et il sera le seul collectionneur à avoir cette pièce-là. Et ensuite, les versions, on va dire, plus légères, j'allais dire dégradées, c'est pas le terme parce que j'aime pas ça, mais vraiment qui sont plus faites pour l'édition et pour créer de l'utilité et intéresser des gens qui ne sont pas forcément de premier abord sensibles au marché artistique pur, qui vont chercher plus des PFP par exemple. L'idée, c'est d'aller chercher ces mecs-là et ces femmes-là en leur disant, OK, dans le domaine de la photo, dans le domaine des arts en général, il y a aussi des choses intéressantes à creuser et qui peuvent être rémunératrices. Puisque c'est ce que cherchent quand même beaucoup de gens sur le NFT, c'est que les gens qui rentrent là fraîchement, les nouveaux arrivants arrivent parce qu'ils ont entendu dire qu'on pouvait gagner de l'argent avec les NFT, globalement. Après, ils passent un peu plus de temps dessus, mais donc l'idée est celle-ci. Voilà. Et ça n'aura jamais, j'ai pas une vocation à devenir OSF. Hein. Le but, c'est pas de grossir énormément, c'est de stabiliser, d'avoir des prix qui montent, bien sûr, dans le temps, mais d'avoir un truc quali, quoi. La racine de tout ça, c'est que les travaux que je veux mettre en ligne seront des travaux que je considère, moi, qualitatifs. Et l'approche globale sera celle-ci. C'est pas la foire, c'est pas la foire fouille, quoi. Ça sera vraiment
construit intelligemment. Et je mets vraiment un point d'honneur à faire en sorte que les gens qui font confiance du départ s'y retrouvent dans la durée. Parce qu'ils ont... quand on monte une boîte, ça s'appelle les premiers clients, c'est les clients qu'on ambitionne, c'est les pionniers, on les appelle comme ça, parce qu'ils prennent plus de risques que les gens qui achètent ensuite. Et ce risque-là, il faut le récompenser. Donc voilà, l'idée est là. Ok. Après, en termes de marketing, donc là, Ethereum, donc d'un côté, il y a Fondation. D'ailleurs, Fondation, tu as déjà une invitation? Parce que ça... Oui, j'ai un compte, ouais. Ok, d'accord. Donc, Fondation et OpenSea. Donc, c'est listé ici. Donc, mis à part la visibilité qu'il y a en étant listé sur ces plateformes, quelle autre approche tu vas prendre sur le côté marketing pour faire connaître Alors, j'ai eu la chance, tes- il y a un point que justement ça sort, et c'est pour ça que tout sort fin juillet. J'ai eu la chance d'être sélectionné au travers d'un très très long process de sélection par Light Artist, donc qui ont une chaîne Twitter, qui sont en train de sortir maintenant là justement. Il y a une sélection de 100 photographes et de 200 photos qui vont être vendues 0,5 Ether chacune. Et en fait, il y a eu un vrai process de curation hyper pointu. Très clairement, ça a été un boulot fou pour eux. Mais en fait, leur idée de départ, c'était de trouver les 200 meilleures photos de la photo NFT. Alors ça, c'est l'idée de départ, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais il y a une vraie qualité. C'est-à-dire que tous les photographes qui sont, toutes les photos que j'ai vues là, qui ont été sélectionnés, c'est tous des boulots hyper quali. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans cette team-là. Donc, j'ai moi aussi 2 photos. Donc, typiquement, ça va être vu parce qu'eux font un market qui est plus gros. Ils ont plus de puissance que moi en termes de marketing. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des relais ou des collaborations, soit avec des artistes, soit avec des systèmes, comme ça, des communautés qui se montent autour de la photo, de manière à être connu de manière un peu plus large et pas au travers uniquement du mec qui vend ses images, quoi. Voilà, donc, de rentrer un peu dans la communauté, de faire partie de tout ça et d'avoir une action aussi concrète dans l'écosystème. D'aider les gens, de discuter, de participer, quoi, réellement. D'accord, ok. Donc là, il y a une curation de 100 photographes et tu disais qu'il y a combien de photos dans la collection Il y a par 200, photographe? 200 Donc photos, c'est ouais. deux, c'est à peu près deux par photographe? Ouais, en gros, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui ont une photo, d'autres qui ont 3 photos. Ok, Mais d'accord. la grosse majorité, C'est c'est bien. un photographe de photo. Très bien. Et du coup, dans le process de sélection, ils t'ont trouvé comment? Est-ce que tu as posé la question de Alors, comment ils t'ont en fait, trouvé? c'est un ami photographe, justement, Nicolas Betts, dont je n'ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais qui est assez central dans mon évolution aussi autour des NFT, qui m'a pas mal conseillé, qui a passé du temps à m'expliquer les choses, et que je remercie vivement. C'est un très, très bon photographe parisien. Et en fait, Nicolas a été contacté parce lui, il a de l'avance sur moi, il est déjà vu, il a des œuvres qui se vendent à des bons prix. Donc, il a connu Marcos, en l'occurrence, le leader de ce projet Light Artist. Et donc, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je te mets en contact. Voilà. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Ok. Donc c'est ok. Donc c'est une personne. Enfin, il y a une personne de ton entourage qui t'a fait la recommandation. Donc c'est par Ouais, recommandation finalement. c'est Ok. ça. Ouais. Très bien. Ensuite, sur le process de curation, donc il y a eu une recommandation. Donc j'imagine que Light Artist avait affiché qu'il cherchait 100 photographes. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore trouvé le nombre de 100 photographes. Ouais. Toi, tu te fais contacter et est-ce que tu peux parler un petit peu du process de, euh, de sélection? Ouais, en fait, alors j'ai d'abord, on a discuté, on a fait j'ai envoyé mon site web de photographe à Marcos en l'occurrence. Donc il a pu voir, bon, c'était la première étape de savoir s'il pouvait trouver dans mes travaux photos ce qui l'intéressait. Parce qu'au-delà de la curation, il y a une forme aussi. Il y a des contraintes et une charte en fait à respecter. Il ne cherche pas forcément la photo de mode, par exemple, c'est plus de la photo soit nature, soit wildlife. Il y a d'autres domaines. Et j'ai des photos dans ces champs-là, donc ça tombe bien. Donc il a d'abord été voir mon site pour valider qu'on pouvait discuter. Et puis ensuite, on a fait une visio, simplement, où il m'a présenté le projet, je lui ai expliqué un peu moi qui j'étais aussi et comment je faisais mon travail. Enfin, voilà, ouais.
assez simplement. Et puis après, j'ai présenté une dizaine d'images. Au global, il y en a 3 qui ont été retenues. Après tout le process de sélection qui a été long, hein, justement. Et puis, on a décidé qu'on n'en garderait que 2 pour des raisons de droit d'image, parce qu'il y avait une modèle sur une des photos. Donc, voilà, en fait. Et ces 2 donc, qui restent, eh ben, elles vont être lancées, là. Je crois que c'est le 29, le lancement. D'accord, ok. Donc le 29 juillet, il y a le lancement de cette collection, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, nickel. Le 29, je crois que Et c'est les pré-sales. Et puis le 30, c'est les sales. d'accord, ok. Et est-ce que tu as pris contact avec d'autres photographes qui sont dans cette première curation? De loin, ça qu'on se suit. On n'est pas encore rentré dans les discussions. Je pense que ça va venir maintenant. Je pense que là, ça va sortir. Enfin, on verra comment ça marche, hein, mais je crois vraiment en système parce qu'il y a vraiment de la qualité. Franchement, hein, j'ai pas vu l'équivalent encore. Alors, je suis pas très vieux dans l'écosystème, mais il y a une vraie curation hyper quali. Et je pense que ça va générer par la suite des contacts entre photographes, des collaborations peut-être, des choses comme ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'est pas vraiment rentré en contact direct. Voilà. Et on a fait quelques spaces où on a discuté, et voilà, mais ça reste assez superficiel et sans engager d'autres actions derrière, quoi. D'accord, ok, Mais très c'est bien. intéressant parce que ça permet aussi de découvrir d'autres photographes que je ne connaissais pas, que je suis et dont j'aime le boulot. Et voilà, donc c'est les petites pierres, ça prend une petite pierre, peut-être que demain, avec ce mec-là, on fera quelque chose, Oui, ou cette fille-là, on fera quelque chose, voilà. d'accord, nickel. Donc du coup, il y a la présence sur Foundation, OpenSea et sur cette collection de... En tout cas, c'est fait par Light Arty. Je ne sais pas si la collection s'appellera comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais du point de vue marketing pour que ce que tu feras en fait sur les NFT se fasse Il y a quelques collabs dans notre tuyau. Il y en a une qui est déjà un peu lancée, mais que je n'ai pas encore mise vraiment en avant, avec Degeneracy, Dodd, c'est plus facile, à qui, en fait, qui a Jonathan, donc c'est un joueur de poker, qui a une collection de cartes de poker. Et au-delà de ça, en fait, lui, il fait des giveaways aux gens qui ont les cartes. Et il fait pas mal bosser de créatifs, d'artistes, justement, autour de ça. Et je ne sais plus comment il m'a contacté, mais il m'a contacté. Je crois que j'ai acheté une carte à lui. Et il a vu ce que je faisais. Il m'a dit, si tu veux, on peut lancer une petite collab avec une de mes photos. C'est-à-dire que c'est déjà en ligne. Ça n'a pas été encore marketé, vendu. Mais l'idée, c'est que il y a une de mes photos qui passe par Decogeneracy, donc lui qui a déjà une visibilité bien plus importante que la mienne, et qui pourra à la fois être vendu ou donné, parce qu'il en donnera lui en giveaway, à ses collectionneurs à lui, à sa communauté, mais aussi créer de la visibilité sur la mienne et générer tout ça. Et ça, c'est un exemple, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire d'autres, de construire tout ça avec des gens à chaque fois qui sont. Enfin, je mets vraiment un point d'honneur à chercher des gens qui sont sérieux dans leur approche, qui sont honnêtes et qui ne sont pas là que pour faire du pognon, quoi, parce qu'on trouve ça aussi. Hein. Donc, il y a vraiment une démarche qualitative à la racine de tout ça. Ok, parfait. Donc, en résumé, plus ou moins pour la visibilité et pour faire en sorte que tes travaux, enfin tes photos qui seront vendues avec le médium NFT, donc tu utilises donc les marketplaces, Foundation, OpenSea. Tu vas être présent en fait dans une collection de curation gérée par Light Artist et tu commences à faire des collabs et t'en as notamment une avec Dead of Decrepancy. J'ai pas le. Deck, DECK, Ah, Deck. ouais, of Degeneracy. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc est-ce que j'ai fait une bonne synthèse ou est-ce qu'il y a d'autres Ouais. choses que tu as en tête? Est-ce que, Bon. notamment, est-ce que, donc j'imagine que tu as travaillé avec de nombreuses personnes, parce que ça fait 15 ans, toute cette communauté, enfin en tous les cas, les anciens clients ou peut-être tes clients actuels, tu ne les considères pas enfin, comme cible également? À aucun moment, en fait, tu as communiqué vers eux? Pas au sens macro. Après, ponctuellement, il y a des gens effectivement à qui je pourrais proposer ça. Mais globalement, non, je vais pas faire une opération marketing en dehors du monde NFT pour ça. Je pourrais contacter des personnes spécifiques.
mais c'est pas encore assez connu, c'est pas encore assez Raison de plus. compris. Ouais. En fait, j'essaie Ouais, toujours, comme j'ai aussi une charge de travail assez importante à côté, oui, j'essaie oui. d'optimiser un peu mes actions de manière à ce que ça soit efficace, quoi. Et, je garde ça pour plus tard. Il y a une question de temporalité, c'est que ça sera plus simple de faire cette action-là avec mes clients dans la vraie vie quand j'aurai déjà une assise et des prix de vente qui auront monté. Enfin, quand je serai déjà un peu plus installé. Là, je démarre vraiment, je pars de zéro, donc c'est encore un petit peu tôt. Ok. Bah, après, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit. Moi, justement, je vois que c'est une opportunité, justement, en fait, à aider, en fait, à la masse adoption de cette technologie et donc d'avoir une partie éducative qui amène ensuite sur, sur tes C'est devs. vrai. Mais après, ça, c'est juste mon point de vue. Enfin, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est une question de temps, en fait, que je peux dédier à ça, fondamentalement. Il y a aussi un problème qu'on a beaucoup en France, c'est qu'il n'y a pas tellement de Français qui sont à l'aise avec l'anglais par rapport à d'autres pays. Raison de plus. Et, Raison de plus. en fait, ça c'est une vraie porte qui se ferme en France, parce que si tu ne parles pas anglais, dans les NFT, tu oublies, quoi. Tu sors du truc. Et là, c'est une interview en français, c'est génial, parce que justement, ça peut parler à plein de gens. Mais il y a vraiment une évolution globale du marché qui serait souhaitable pour les francophones, en tout cas, enfin une partie des francophones, pour trouver de l'info, mais dans notre langue. Ce qui va être compliqué, parce si on commence à faire dans chaque langue, dans 5 ans, dans 10 ans, on trouvera peut-être ça, mais c'est encore très tôt dans ce process-là. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, moi, c'est raison de plus, en fait, d'être acteur, en fait. Parce que, étant donné que c'est quelque chose d'innovant, euh, la sensibilisation, la sensibilisation et le côté éducatif, c'est un prérequis. C'est-à-dire, il faut expliquer ce que c'est, etc. Plus ou moins les b.a.-ba pour ensuite, plus ou moins, onboarder. Donc, ce ne sera pas un 100%, mais peut-être ne serait-ce que 5% en fait de ton audience historique, ben, c'est déjà 5%. Donc après, je prends un chiffre comme ça au hasard, mais c'est juste plus pour imager ce que je pense. Mais en tous les cas, moi, ce qui est sûr, c'est que c'est dommage. Après, bon, j'entends hein, en termes de temps, ta responsabilité, voilà, que tu n'as pas du temps illimité non plus. Mais moi, c'était juste mon point de vue. Je disais que justement, en fait, que c'est l'occasion. Enfin, il y a l'occasion qui fait le larron. Et donc là, en fait, le fait de lancer ta collection, etc., dans un sorte de planning, ça aurait pu être vu comme prévenir, en fait, ton audience, est-ce qu'ils ont entendu parler des NFT, etc. Que d'ailleurs que tu vas lancer à telle date et que justement pour ceux qui sont intéressés, imaginons en fait un truc toutes les semaines où j'explique plus ou moins comment faire ce qu'il faut, comment être préparé pour être en mesure au moment du lancement, boum, ça y est, c'est lancé, vous avez les connaissances et vous pouvez éventuellement, si vous le voulez, acheter de mes pièces et si vous ne voulez pas, au moins vous avez les connaissances et bienvenue dans le milieu. Ouais. Mais bon, après, après, comme tu dis, c'est. Mais tu as raison, hein, ça demande du temps et je ne peux pas trop le faire. Et puis Ouais. au-delà de ça, je suis encore un peu frais. Je pense que je ne suis pas encore, tu vois, j'ai pas assez de recul pour conseiller d'autres personnes. À part des gens que je connais, où je peux donner mes infos avec un peu de recul, mais je ne me sens pas encore vraiment prêt pour ça. Je ne suis pas encore. Tu vois, ce que tu fais toi, c'est exactement ça. Tu ouvres tout ça, tu offres une tirée de connaissances et en français, donc c'est génial. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà. Et je ne saurais pas le faire, de toute façon. Donc, Pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions, ou en tous les cas, est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder et je ne t'ai pas donné l'occasion? on a fait un bon tour de tout ça. Je pense que, pour résumer, il y a besoin dans l'écosystème, alors je parle de l'écosystème français, francophone, il y a besoin de ça, de ce que tu fais, de créer ce qui se fait très bien. Les Américains savent très bien faire le show, savent très bien des spaces et des vidéos et plein de choses. Nous, on le fait très peu, on ne sait pas le faire, et il y a besoin de ça pour informer les gens parce qu'on manque vraiment d'informations. Et en fait, l'information dans l'écosystème NFT qualitative est difficile à trouver. Il y a 1000 infos, mais il faut faire un tri et ça prend du temps. Et c'est vraiment un enjeu majeur
pour le développement du NFT, de l'écosystème NFT, c'est d'arriver, on est un peu au Far West là, donc c'est normal que ça soit comme ça, mais d'arriver à structurer un peu tout ça et à donner des clés de lisibilité aux gens qui arrivent en fait et qui parfois ressortent parce qu'ils se rendent compte que c'est trop compliqué pour eux et en fait on perd, enfin la communauté perd des potentiels acteurs quoi, qui pourraient devenir des acteurs hyper intéressants dans le temps parce que c'est compliqué, parce que ça peut refroidir. Et ce type d'action là que tu mènes et ça répond exactement à cette question. Donc j'ai pas de questions d'autres, mais voilà. D'accord, ok. Ok, nickel. Bon, en tout cas, merci pour le compliment, c'est très appréciable. Du coup, si t'as pas de, enfin, s'il n'y a pas de choses, enfin, d'autres sujets que tu voulais aborder, moi j'ai deux dernières questions pour toi. Donc la première, c'est donc ça s'appelle passe décisive. Donc en gros, moi ce que j'appelle passe décisive, c'est qui t'aimerais voir comme invité, comme prochain invité de Robert Spotlight et quelles questions tu aimerais que je lui pose. Alors qui j'aimerais voir, clairement, c'est Nico. Nicolas Betts. Donc c'est Nicolas, et comment tu écris son nom? BETS, Betts. Okay. Donc il est photographe à Paris. Et quelle question je voudrais que tu lui poses? Bonne question. Où est-ce qu'il se voit dans 2 ans dans l'écosystème NFT? Voilà. Okay, parfait. Et du coup, j'arrive sur ma dernière question. Donc ça, c'est un rituel. Donc c'est Sébastien, pour toi, c'est quoi un NFT? C'est une question piège. Ah non, du tout. Il y a plein de façons de répondre, mais je dirais que c'est une façon de se libérer des contraintes de la vraie vie. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un nouveau marché, c'est l'évolution allégée de tout ce qui pèse aujourd'hui et qui rend les choses compliquées. Je parle dans mon domaine de la photo. Hein. Et c'est un facilitateur de marché. Très bien. Bah, merci pour cette définition. Sébastien, merci pour ton temps. Merci pour toutes les informations que tu as partagées. Et enfin, pour les personnes, enfin, là, a priori, il y avait une personne en live. Et pour les personnes, en tous les cas, qui verront l'interview et l'épisode, soit en manière audio, soit sur YouTube, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et donc, pour te suivre sur les réseaux, plutôt LinkedIn, plutôt Twitter? Plutôt Twitter. LinkedIn, c'est vraiment la boîte. Enfin, Okay. Donc, c'est un peu une autre activité. Twitter, Instagram, éventuellement. Alors, Insta, c'est Seb Jourdan. Seb JRD, si je dis pas de bêtises. Hop, c'est ici, hein. Sur Twitter? Ouais. Oui, c'est ça, sur Twitter, ouais. Ok. Et sur Insta, c'est Seb Jourdan. Ouais. Alors, Seb Jourdan. Très bien, parfait. Bah, c'est tout pour moi. Merci, merci pour ton temps. Je vais stopper le live et puis à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, Sébastien. Bye bye.